Par le passé, la France n'a jamais eu de mal à trouver des étrangers pour se battre dans les guerres françaises. En Algérie, en Indochine et à Hollywood. Rien d'étonnant donc à ce que Saddam Hussein doive maintenant affronter la légendaire Légion. Mais dans le désert, il n'est pas facile pour ces soldats de garder le look de ces héros. Ici, on manque un peu d'aventure et de romance. Ce n'est pas tout à fait conforme à ce qu'ils promettent dans les brochures. Mais les légionnaires sont toujours aussi indépendants. Ils veulent éviter d'avoir à se placer sous commandement américain et se considèrent comme les meilleurs. Beaucoup d'entre nous en avaient assez de la vie civile et ont décidé de la quitter. Et certains juste à temps. Je commençais à avoir de sérieux ennuis avec la police, des bricoles simplement, mais suffisamment pour me retrouver en prison. La cuisine française et la bonne camaraderie leur permet de surmonter les conditions de vie les plus pénibles, mais certains éprouvent quelques regrets. J'étais dans la Légion lorsque cette guerre a éclaté. Je ne peux pas maintenant abandonner mes amis, mais j'aimerais bien me battre avec d'autres Américains. Et maintenant, il est trop tard pour rejoindre les Américains. Il reçoit donc ses ordres de Paris et non pas de Washington. Si les Américains sont fascinés par la Légion étrangère, les Français, eux, sont fascinés par les PX, vous savez, les PX, les fameux économas où l'on peut retrouver soldats et soldates de l'armée américaine. On peut retrouver un petit peu tout ce qui fait l'ambiance du pays et où l'on fait beaucoup d'achats, comme vous le voyez en ce moment même, ici, en plein cœur de Riyad. Autre fascination pour les Français, la personnalité du général Schwarzkopf, ce général qui a essayé de disséquer Maurice Olivary. La scène se passe quelque part dans le désert d'Arabie Saoudite, selon l'expression censurée. Aujourd'hui, soudain, les marines sont retrouvés le pas cadencé de la parade. En fait, les platoons se déplacent pour se rassembler. The summer's gone and all the flowers are dying. Ce 4 étoiles, ému par la complainte, s'appelle Norman Schwarzkopf. Officiellement, il est commandant en chef des troupes américaines en Arabie Saoudite. En fait, le vrai patron de cette guerre du Golfe, le seul vis-à-vis de Saddam Hussein. Nous allons revenir à la maison vivants et avec une belle victoire à la ceinture. Il raffole de ses bains de troupes et se prête même au jeu des questions. Général, que devient la garde républicaine de Saddam Hussein? C'est une question que la presse n'arrête pas de me poser. Laissez-moi vous dire que ni vous ni moi n'avons intérêt à nous trouver dans leur peau. Quant à leur efficacité, ils ont réussi à conquérir une ville déserte et il leur a fallu 6 heures pour réussir. Petite phrase à l'emporte-pièce dont se régalent toujours les généraux et les soldats avant la bataille. Schwarzkopf amuse et abuse. Il y a sans doute un peu de Patton dans cet homme carré de 56 ans dont la stature physique est à la mesure de ses galons. 1,95 m pour 109 kg, en tout cas, avant le début de cette campagne. Le voici en train de signer le seul message qu'il ait jamais adressé à son adversaire Saddam Hussein. De Schwarzkopf à Saddam, avec tous mes voeux. Mais au-delà de ces clins d'œil, autant destinés à ces hommes qu'aux caméras de télévision, au-delà des phrases assassines, l'homme de terrain qu'il est, l'ancien baroudeur du Vietnam, n'est pas loin d'admirer les capacités de chef de guerre de Saddam Hussein. Schwartzy, comme il aime à se faire appeler, malgré ses allures de John Wayne joufflu, est également un diplomate. La guerre qu'il prépare et mène depuis maintenant 7 mois est une opération délicate placée sous haute surveillance, celle des opinions publiques et des pouvoirs politiques. À lui de mener la campagne en naviguant à vue au milieu de ces impératifs souvent contradictoires. Voilà, nous sommes toujours dans le... C'est l'homme qui fait la liaison entre les armées américaines et françaises. Et c'est l'homme
qui régulièrement vient faire le briefing, c'est-à-dire la petite conférence de presse pour les Français. Écoutez-le répondre à Jean-Luc Manot sur l'imminence ou pas de la prochaine offensive terrestre. Oui, il faut voir que l'armée irakienne était le quatrième armée du monde du point de vue de puissance. Donc, il ne faut pas attaquer trop tôt. Quelle est votre analyse sur les pertes irakiennes? On sait qu'ils ont subi des pertes sérieuses. Et on va continuer à taper dessus pour continuer. Alors vous savez qu'on parle aujourd'hui de pertes civiles irakiennes. Les Irakiens en particulier disent que les Américains et que les forces de l'Alliance ont bombardé des secteurs civils. Quelle est votre réponse? Bon, et d'abord, c'est absolument faux. On a fait tout notre mieux d'éviter les pertes civiles. Il y a tout un système de choix des cibles. Et on sait maintenant que les Irakiens commencent à mettre les postes de commandement, même les pièces d'artillerie anti-aériennes dans les bâtiments, dans le voisinage civil. Mais on essaie de les éviter. Évidemment, dans le temps de guerre, il y aura. Ça va se passer, mais c'est ça la guerre. Mais ce n'est pas une politique. Hein. C'est plus facile pour un militaire américain d'être dans cette guerre aujourd'hui que dans la guerre du Vietnam? Ah oui, oui. La guerre au Vietnam était totalement différente. Le terrain, l'ennemi, le système, l'ambiance politique était totalement différente ici. C'est beaucoup plus facile. De ce point de vue-là, ce n'est pas à dire c'est facile, hein, parce que là, devant nous, nous avons une force militaire qui est très, très puissante. Dans un langage militaire, sans précaution diplomatique, quel est le regard que vous portez, vous, sur l'armée française? Bon, moi, je dois dire que ici, on a avec la division Daguet une division tout à fait professionnelle. C'est une division de haute qualité du point de vue d'hommes de rang, du point de vue de sous-officiers, du point de vue d'officiers, du point de vue de chef. Il faut dire à la France combien nous sommes reconnaissants de l'aide que la France porte sur cet effort très très important en ce moment. J'interromps en ce moment la diffusion de notre reportage parce que à l'instant vient d'avoir lieu une alerte. Nous avons vu le Scud arriver sur Riyad, les missiles antimissiles patriotes être déclenchés. Et là, vous entendez à l'instant le son. Donc, pour l'instant, nos équipes sont en train d'essayer de localiser l'endroit où a eu lieu la détonation. Je pense que même Alain Malardière, qui se trouve derrière la caméra, pour essayer de fouiller le ciel de Riyad pour trouver l'endroit où s'est passée cette alerte donc déclenchée maintenant depuis 10 minutes sur Riyad. La sonnerie retentit en ce moment encore dans l'hôtel et le Scud a été clairement aperçu par tous nos confrères qui se trouvent massés actuellement autour de moi sur le toit de l'hôtel Hayat. Et on a donc vu deux antimissiles, à ma connaissance, deux antimissiles être partis à la rencontre de ce Scud. Pour l'instant, impossible de vous dire s'il y a eu interception ou non. Impossible de vous dire si non plus le Scud est tombé dans les... Il est vraisemblable, me dit-on, qu'il y a eu interception, car pour l'instant, aucune trace, aucun passage et toujours l'alerte dans le ciel de Riyad. Je vous propose de revenir à la suite de notre reportage et à la fin, dès que nous aurons terminé cet enregistrement, avec Jean-Luc Manot, avec Jean-Pierre Ferret, nous ferons le point sur cette nouvelle alerte sur Riyad, sur l'Arabie Saoudite.
Le dispositif américain ici est l'équivalent de celui déployé au Vietnam dans les moments les plus durs de la guerre d'Indochine. Car cette fois-ci, il n'est pas question d'enlisement. Le conflit ne devra durer ni 10 ans, ni même 1 an, mais quelques mois au maximum. Dans ce but, dès le début, les Américains ont utilisé les grands moyens. Le 17 janvier, premier jour de la guerre, les vagues de bombardements aériens sur l'Irak et le Koweït se succèdent tous les quarts d'heure. Tant et si bien que certains croient que les Irakiens en 24 heures vont demander merci. Mais le rêve de la guerre éclair s'estompe. Aujourd'hui, chacun reconnaît que les Alliés ne pourront pas faire l'économie de la bataille terrestre qui sera de toute façon meurtrière. On considère comme acquis le fait qu'il y aura un débarquement par la mer sur les côtes koweïtiennes. Les bateaux américains ont déjà préparé le terrain en bombardant les troupes irakiennes et leur matériel militaire au Koweït. Sur la terre, les Américains tenteront sous toute vraisemblance de prendre les hommes de Saddam Hussein à revers, de les prendre en tenaille. Les Irakiens seront ainsi coupés de Bagdad, leur centre de commandement, et ne pourront plus être approvisionnés par leur base arrière, les routes et moyens de communication étant coupés. Mais cette offensive terrestre, qui sera en permanence épaulée par l'aviation, ne semble pas encore être imminente. Les Américains prétendent qu'ils veulent avoir détruit 50% du potentiel militaire irakien avant de passer à l'attaque pour éviter le plus possible les morts dans leur camp. Là aussi, l'aventure vietnamienne et ses 45 000 victimes américaines ne devraient pas se répéter. Et de toute façon, cette fois-ci, les images des blessés et des morts ne seront distillées qu'au compte-gouttes. Cela fait aussi partie du dispositif américain ici. La bataille médiatique et donc politique se doit d'être gagnée. Et la presse est et sera sévèrement encadrée. Mais la grande inconnue du dispositif américain ici reste son but final. Certains murmurent que les Américains ne s'arrêteront pas au Koweït et qu'ils pourraient bien vouloir aller jusqu'à Bagdad. Voilà donc pour cet impressionnant dispositif militaire. Vous savez que l'un des problèmes qu'ont les journalistes, c'est bien sûr la source de l'information. Et la plupart du temps, la source de cette information se trouve dans ce que l'on appelle les briefings, c'est-à-dire les conférences de presse que tiennent les militaires ici à Riyad ou un peu plus loin à Daran. Et chacun a sa façon de présenter les choses. Il y a la façon américaine, la façon française, la façon britannique. 3 façons analysées avec un petit brin d'humour par Isabelle Marc. Au quartier général, des briefings saoudiens, britanniques et américains ne rentre pas qui veut. On ne plaisante pas avec la sécurité. Les portes se ferment un quart d'heure avant la conférence de presse et s'ouvrent un quart d'heure après. Dans la salle, toujours comble, les journalistes du monde entier. À la tribune, façon Maison Blanche, le ballet organisé des militaires. Style Bush, accoudé au pupitre. Style Rambo pour le chef des Alliés. Style officier de la reine pour les Anglais. Dans tous les cas, une mise en scène avec écran vidéo, on soigne la présentation, tout est retransmis en direct par les Américains. On voit beaucoup les différences culturelles entre la façon dont les Américains, les Anglais font les choses et la façon dont les Français font les choses. J'ai eu l'impression qu'il y avait moins de soucis peut-être de contrôler l'image qu'on veut projeter de la guerre. En tout cas, côté français, on ne fait pas dans le spectaculaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas de grandes démonstrations technologiques devant les journalistes, une assistance réduite, langue oblige, à la presse francophone. Très studieuse, elle n'en est pas moins plus décontractée. Les militaires aussi, qui ont accepté enfin d'être filmés pendant certains de leurs comptes rendus. Même différence à la sortie, les Français bavardent, les Américains paradent. Mais lorsque les Français sont les vedettes du show américain, c'est une première très réussie qui détend au 7e briefing de la journée. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un taux élevé de ce genre d'erreur ou est-ce que vous êtes au courant de certaines... Absolutely no. Alors que passe au-dessus de nous un Hercule C-130, peu à peu, la vie reprend son cours ici. Et il est vrai qu'il y a toujours les attaques et les craintes potentielles d'attaque au Scud, et c'est le moment en général le plus propice. Mais la vie, très nettement, revient, et ce sera le cas notamment samedi avec la rentrée des classes, car les écoles vont rouvrir. Nous avons pu rencontrer l'homme qui est en charge du dossier, le vice-ministre chargé des universités. Il nous donne le point de vue saoudien sur toute cette affaire. Comme les Français sont plus proches de la Moyen-Orient,
Je pense que les Français sont plus capables de comprendre la situation, l'histoire de la crise. Mais vous souhaitez quand même que cette présence s'arrête le jour même où s'arrêtera la guerre. Vous souhaitez que les Américains reviennent très vite chez eux, ainsi que les Français et les Anglais. Bien sûr, tous les Saoudiens souhaitent le moment où la guerre termine plus vite pour que tous les armées étrangères puissent partir. Vous pensez que tout le monde est derrière le roi et tout le monde est derrière le gouvernement? Oui. Et l'attentat de Jeddah, vous pensez qu'elle ne peut pas être l'objet d'un Saoudien ou Non. L'attentat de Jeddah, comme je sais, il y a peut-être 4 ou 5 des gens étrangers. Et surtout, je pense qu'ils sont du Yémen et des Palestiniens. Alors, jamais je crois qu'il y a des Saoudiens. Et je pense, ou je crois, qu'elle va être le premier et la dernière attentat pour refuser la présence de l'étranger. Voilà, nous sommes maintenant dans les locaux de ce journal, de cet hebdomadaire, Al-Yamana, qui est un hebdomadaire très réputé ici, à Riyad. Nous sommes en présence de son directeur. Alors, première question, là on l'a vu sur la couverture, une photo de Saddam Hussein et de sa femme. Est-ce qu'il y a un antagonisme de toujours entre le peuple irakien et le peuple saoudien? Est-ce que c'est une histoire de peau, je voudrais dire, de détestation profonde de ces deux peuples? Au contraire, les Saoudiens considèrent toujours que le peuple irakien est un peuple arabe, un peuple musulman, avec qui nous avions toujours des relations très étroites et très amicales. Et s'il y a un différend maintenant qui se présente sous cette forme de crise ou de guerre, si vous voulez, c'est surtout notre problème, c'est surtout avec Saddam Hussein. Fahd al-Arti, est-ce que vous pensez que les Américains et leurs alliés doivent partir aussitôt la guerre terminée? Bien sûr. Je crois que ça a été clair dès le début. Dès qu'on a commencé à demander l'aide de nos amis américains et français et britanniques, etc., et ça a été clair avec eux qu'une fois cette guerre est terminée et une fois le Koweït est libéré, elles doivent partir parce que nous voulons garder toujours l'indépendance de notre pays. Et ça ne veut pas dire aussi que nous n'aurions pas toujours de très bonnes relations avec eux. Mais je crois que les Saoudiens préfèrent, enfin demandent, et elles vont insister pour que ces forces partent et quittent le pays. Justement, à côté de vous se trouvent deux étrangers, deux Français qui nous ont rejoints, deux industriels français que je présente, Bernard Axelrad et Philippe Duchemin. Comment vous vivez ces rapports avec la société saoudienne? Est-ce qu'il vous semble que ces rapports ont changé depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis le début des hostilités, du conflit d'abord, des hostilités ensuite? Les rapports avec les Saoudiens n'ont pas changé en ce qui nous concerne depuis le début du conflit. Les rapports ont toujours été excellents. Les Saoudiens aiment la fidélité. Les Saoudiens aiment qu'on leur apporte notre savoir-faire, notre amitié. Et les Saoudiens ont une excellente mémoire. Donc vous laissez entendre qu'une fois que la guerre sera terminée, ils se souviendront des gens qui sont restés pendant la guerre, et peut-être aussi de ceux qui sont partis. On dit que les Japonais, que les Allemands ne sont plus là. Ça veut dire que dans la conquête des marchés que vous cherchez tout naturellement à obtenir, vous serez mieux placé que d'autres? Il est certain que nous allons essayer de faire en sorte que notre présence, que notre fidélité au régime saoudien et au royaume, eh bien, se traduise par des contrats par la suite. C'est évident.